Donc Dominique Laramendi, médecin généraliste depuis 2002 installé à Asparin et Rel Saleh depuis 2007, installé dans un cabinet de groupe pluridisciplinaire. Donc on t'interroge surtout sur l'actualité, en tout cas au départ sur l'actualité du Covid. Donc là, actuellement on est dans la phase de la vaccination. Toi tu es praticien de terrain, comment se déroulent les choses? Alors, les choses, comme vous le constatez, je suis masqué parce qu'il y a certes la vaccination, mais avant il y a toutes les mesures de protection que toute la population est maintenant bien intégrée. Donc exceptionnellement, je vais quand même retirer le masque pour vous permettre de... Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Chez vous, encore que, pas dans la rue. Donc la vaccination, elle a débuté depuis le début de l'année, très lentement, trop lentement encore, avec des centres de vaccination sur la côte, ainsi que sur le Pays Basque intérieur, à Garassi et Donapaleu, qui au jour d'aujourd'hui peinent à offrir des créneaux de vaccination aux populations cibles, qui sont les plus de 75 ans avec des facteurs de risque. Et la vaccination aussi maintenant débute chez le médecin généraliste à partir de cette semaine, avec les commandes des doses auprès de nos pharmacies pour pouvoir débuter la vaccination auprès cette fois d'une autre population, celle des 50-64 ans, avec eux aussi des facteurs de risque, des comorbidités. Tu parles visiblement un peu de la lenteur dans le processus de vaccination. À quoi est-ce que tu imputes cette lenteur? Alors, la lenteur, la politique, c'est prévoir. Je pense que nos élus au niveau national n'ont pas forcément prévu suffisamment tôt de passer les commandes de vaccins auprès des fournisseurs que sont, on les connaît maintenant, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et d'autres. C'était l'Union européenne qui était commanditaire au Certes, départ. l'Union européenne, mais d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre ont directement commandé auprès de ces grands laboratoires bien plus tôt que nous, quasiment 6 mois plus tôt, avant même la sortie des vaccins d'usine, et ont même financé et cofinancé la recherche, ce qui font que client-payeur, premier servi. Les pays qui sont comme nous dans l'Union européenne, des pays comme l'Allemagne, des pays comparables, quelle a été leur rapidité ou certes, on pas? parle de l'efficacité de l'Allemagne, mais au jour d'aujourd'hui, on est dans la même situation, peu de choses près, avec un ralentissement certain de la vaccination en Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, faute de vaccins. Est-ce que tu peux dire deux mots sur le côté financement de la recherche pour le vaccin que tu as rapidement évoqué? Alors, comme je disais, les États-Unis et l'Angleterre, la Grande-Bretagne ont financé directement la recherche auprès des grands laboratoires. L'Union européenne, elle, ne l'a pas fait, a laissé chaque laboratoire pharmaceutique de son territoire développer son propre vaccin, avec plus ou moins de succès. On a vu avec AstraZeneca, on pourra en reparler. Donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir participé au financement directement de la recherche fait que vous passez commande, vous passerez après le financeur premier de la campagne de vaccination. Sachant que l'Union européenne n'a pas au départ de compétences en la matière. Alors certes, c'est vrai que l'Union européenne n'a pas cette compétence, elle s'en est saisie, c'est peut-être un embryon de politique sanitaire à l'échelle européenne, donc c'est peut-être un point pour l'avenir à développer. Nécessité fait loi. Hein. Nécessité fait loi, et pour un parti pro-européen comme le nôtre, il faut s'en féliciter quand même, cet embryon de politique européenne de la santé, mais il ne faut pas s'en contenter, donc, il y a des choses bien évidemment à améliorer. Ça n'a pas empêché des pays de l'Union européenne comme l'Allemagne d'être plus anticipatrices qu'un pays comme la France, j'ai bien compris, en matière d'investissement dans la recherche de vaccins. Oui, alors, l'investissement dans la recherche de vaccins, l'investissement dans la répartition, dans la logistique aussi est différente, du fait aussi que ces pays-là sont des pays décentralisés, comparé à la France qu'on connaît bien jacobine et qui le reste encore. Ça veut dire que les systèmes décentralisés ont été capables de déployer toute la logistique pour la vaccination plus rapidement qu'un système centralisé? On connaît le poids de la bureaucratie en France, hein, donc on sait que avant que le vaccin arrive au centre de vaccination ou dans les officines de pharmacie de ville, le chemin est plus un chemin de croix qu'une autoroute. Hein. Il faut un certain nombre d'autorisations, que ça passe par les ministères. Quand on voit l'organigramme du ministère de la Santé avec toutes ces instances, la Direction générale de la santé, la HAS, les ARS, voilà, donc ça fait d'autant d'étapes c'est plus une course du Tour de France avec ces 3 semaines de course et ces 21 étapes qu'un sprint. Et malheureusement avec une épidémie, on n'a pas forcément toujours le temps d'attendre. Il faut vraiment savoir être réactif et c'est d'où la nécessité d'être au plus près des acteurs de terrain, des patients,
que d'apporter vraiment au plus vite le nécessaire. Ça a été le cas avec les masques, c'est le cas maintenant avec le vaccin. Et c'est sûr que tant qu'on sera dans un saupoudrage de vaccination, la politique de prévention ou de sortie de cette crise sanitaire, elle sera retardée, et notamment aussi avec des répercussions sur le plan économique et social que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on peut espérer des vaccins en fonction de la connaissance que l'on a actuellement? Est-ce qu'on peut espérer que ça mette fin à cette crise pandémique, en espérant qu'à terme, un maximum de personnes soient vaccinées? Est-ce que c'est un scénario aujourd'hui qui est possible mais qui n'est pas certain? Où en est-on par rapport aux espoirs que l'on peut en avoir en matière de connaissances aujourd'hui? Des espoirs et espérances avec le vaccin, on en a. Il faut toujours savoir ce que l'on attend du vaccin. Le vaccin va, au jour d'aujourd'hui, avec la connaissance actuelle, ne va pas nous protéger du coronavirus. Il va nous protéger des formes graves qui nécessitent une prise en charge lourde, une hospitalisation, parfois en réanimation, avec les conséquences que l'on connaît. Fort heureusement avec des soins qui se sont améliorés, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en mars 2020, c'était un patient sur 4 qui décédait en réa. Là, on est à 1 sur 6, voire 1 sur 8, donc il y a une franche amélioration de la prise en charge. Le vaccin, quand même, il est là pour protéger les populations les plus fragiles de ce risque d'hospitalisation et de déséquilibre de pathologies déjà existantes chez ces patients. Le vaccin à ARN, puisque c'est un peu la nouveauté dans le paysage vaccinal au niveau mondial. Tu peux préciser ce que c'est le vaccin ARN? Le vaccin ARN, c'est donc une nouveauté sur le plan de la vaccination, pas sur le plan intellectuel, parce que la chercheuse hongroise qui est à l'origine de cette méthode de vaccination, il travaille depuis 1995. On prend un petit bout de l'ARN, c'est-à-dire du message génétique du virus. On l'entoure d'une petite bulle de graisse et on va l'injecter en espérant, et c'est ce qui est le cas, une réaction du système immunitaire du patient qui a été vacciné. Donc c'est très simple à mettre en place, c'est très novateur, c'est très efficace puisque les vaccins ARN, tant le Pfizer que Moderna, on a une efficacité après la deuxième injection de 95%. C'est très facile à modifier si on a des variants nouveaux du Covid qui se développent. On reprend le virus, le variant, on reprend son petit brin d'ARN, c'est-à-dire ces petits bouts de protéines qui vont coder pour les protéines de surface, ces espèces de petits picots qui sont à la surface des virus, qui vont permettre au virus, comme une sorte de clé, d'ouvrir la serrure des cellules humaines, et donc permettre au virus de rentrer dans la cellule humaine. Donc ces picots-là sont codés par cet ARN, et avec ces variants, il peut y avoir des petites différences au niveau de ces picots, et donc une contagiosité différente, une dangerosité différente. Et ces vaccins à ARN permettent donc d'être très réactifs, au bout de 6 semaines d'avoir quasiment un nouveau vaccin qui sort au bout des chaînes, ce que ne permettent pas les vaccins classiques. Donc c'est vraiment une nouveauté sur laquelle il y a beaucoup d'espoir dans maladies infectieuses, mais aussi potentiellement dans d'autres pathologies, notamment des maladies auto-immunes chroniques, voire même en cancérologie. Donc il y a des études en cours pour utiliser ce système d'ARN comme étant un nouveau moyen thérapeutique dans des domaines autres que les maladies infectieuses. Que nous apprennent aujourd'hui les réussites de Pfizer, de Moderna, qui ont été les premiers à être capables de fournir un produit de masse. Il y a un modèle économique derrière qui a fonctionné. Est-ce que tu peux le préciser? Alors Pfizer, c'est un grand laboratoire pharmaceutique américain. Moderna, c'est une start-up. Mais les deux ont eu la chance d'avoir des dirigeants qui aient une habitude industrielle et économique d'être dans la recherche de la nouveauté, et d'une grande réactivité. Ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est vrai dans le domaine de la santé, dans la vaccination, mais aussi dans la recherche pharmaceutique, dans d'autres domaines économiques. La recherche maintenant n'est plus l'apanage des grandes industries pharmaceutiques en l'occurrence, mais bien souvent des start-up qui sont des petites unités à très forte valeur ajoutée sur le plan intellectuel, qui ont l'audace d'essayer des nouvelles voies thérapeutiques, et qui sont réactifs, et les grands groupes maintenant ont quasiment externalisé leur recherche et ont quasiment des chasseurs de tête qui parcourent le monde à la recherche de ces startups qui vont sortir le médicament ou le vaccin de demain. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre les grandes industries pharmaceutiques anglo-saxonnes et françaises.
où les anglo-saxons sont très réactifs. Sanofi a raté le coche il y a ça quelque temps de la modernité dans le vaccin parce qu'elle a été en pourparlers avec le Moderna, donc start-up dirigée par un Français qui est parti aux États-Unis où le pays a été bien plus attractif une fois de plus. Et donc Sanofi a raté le coche parce que restait sur ses préjugés de grands mastodontes avec des médicaments fleurons et qui lui ont rapporté des millions. Et n'a pas vu venir la nécessité de se diriger vers des nouveaux modes de recherche sur la vaccination en l'occurrence, puisque c'est le sujet central de l'épidémie Covid-19. On voit que le modèle anglais est un peu différent. AstraZeneca qui se lie à une université d'Oxford qui est très pointue dans le domaine. Ceci dit, on est toujours dans cette logique de partenariat malgré tout, entre compétences différentes, quoi. C'est toujours la grande différence entre la France et d'autres pays européens. On le voit aussi de l'autre côté, je ne dirais pas les Pyrénées, mais la Bidassoa, avec les clusters qui sont des vrais pôles de compétitivité qui permettent d'agréger toutes les énergies autour d'un thème, que ce soit les industriels, les facultés, les écoles techniques. Et donc il y a une vraie synergie qui est profitable aux industriels, aux étudiants, puisqu'ils ont des terrains de stage grandeur nature, à un territoire qui est la communauté autonome de l'Euskadi. On ne va pas refaire l'histoire ni rappeler la réelle réussite économique depuis ces 30 à 40 dernières années, mais les clusters en sont les grands acteurs. Donc pour revenir à la situation sanitaire que l'on connaît aujourd'hui, se pose le débat aujourd'hui de la territorialisation des mesures sanitaires, compte tenu du fait que les situations sont différentes suivant les endroits. Voilà. Toi, en tant que praticien sanitaire, en tant que militant à Yeltsali, quel est ton positionnement par rapport à cette réalité-là? J'ai toujours été convaincu qu'il fallait faire du sur-mesure au plus près des territoires et des patients. Et adapter les mesures avec toujours un principe commun, quel que soit le territoire, quel que soit le nombre de patients touchés par la Covid. Il y a des mesures barrières, le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains, hélas la fermeture de structures accueillant beaucoup de population. Cela, à mon avis, c'est une règle qui doit s'appliquer à l'ensemble des territoires. Donc, comme je disais, quand la situation est identique, c'est sûr que les règles doivent être identiques pour être clairement comprise par la population qui va pouvoir y adhérer plus facilement. Mais après, comme je disais, dans certains territoires où il y a une explosion des cas, on peut réfléchir à des mesures un peu plus drastiques que celles appliquées au jour d'aujourd'hui. Tu peux rappeler les différences entre ici le département des Pays ou le Pays Basque et par exemple la situation à Dunkerque? Donc, ici au Pays Basque, c'est moins de 60 cas pour 100 000 habitants. Dunkerque, c'est 900 pour 100 000. Donc c'est plus de 10 fois plus. Eux sont très touchés par le variant anglais. Eux étant très touchés par le variant anglais. Ici on a eu quelques cas de variant anglais, notamment autour d'une fameuse équipe de rugby, mais qui a su réagir à temps, et donc qui a évité la propagation sur notre territoire de ce variant anglais. Donc des mesures un peu plus drastiques pour ces territoires les plus touchés. On en parle, ça a été mis en place sur les Alpes, Côte d'Azur, sur la région de Nice et sur le littoral niçois. On en parle aussi pour Dunkerque, donc c'est sûr que c'est une nécessité sur le plan sanitaire. Je ne serais pas contre un confinement strict d'une 15 jours, 3 semaines, voire un mois sur ces territoires-là pour faire baisser la pression épidémique de la Covid, pression qui a un retentissement certain et déjà actuel sur la fréquentation des urgences, l'occupation des lits en réanimation, où ils sont déjà saturés. Sur Nice, c'est 110% d'occupation, 110 ou 117%, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait créer des lits superposés, on a juste agrandi les services de réa en occupant d'autres services, et ça c'est pour conséquence aussi sur les prises en charge d'autres pathologies chroniques, chirurgicales, cancérologiques, qui sont déprogrammées pour pouvoir accueillir ces patients-là. Donc cette réalité médicale existe, il faut en tenir compte, elle n'est pas la même sur l'ensemble des territoires, donc il faut savoir peut-être faire du sur-mesure et non pas du prêt-à-porter. La haute couture et non pas du prêt-à-porter, c'est-à-dire que le tailleur ne doit pas couper le même tissu de la même façon pour tout le monde. Il faut vraiment savoir s'adapter
En tout cas, au jour d'aujourd'hui, avec cette grande diversité qui existe entre, par exemple, nous, Pays Basque, Bretagne, et puis d'autres régions beaucoup plus touchées. Par contre, toi, tu serais plutôt favorable au fait d'être plus restrictif, mais pour nous qui sommes des régions moins touchées, néanmoins de garder nos mesures, et non pas l'inverse, c'est-à-dire on va dire entre guillemets, étant donné que la situation est bonne, de relâcher nos mesures actuelles, quoi. Si j'ai bien compris. Alors oui, mais alors là c'est le médecin qui parle. Et le médecin, il sait qu'il est entouré aussi d'acteurs économiques, sociaux, qui font remonter une vraie souffrance, tant sociale qu'économique, souffrance que nous aussi on voit en consultation, notamment sur le plan psychologique. Donc cette réalité, elle existe, il ne faut pas la nier, mais c'est vrai, c'est demander un peu faire la quadrature du cercle, c'est très difficile, on le sait. Donc, mais en tout cas, oui, sur le plan épidémiologique et en tant que médecin, je pense qu'il faudrait être plus incisif dans les mesures à appliquer dans ces territoires et surtout pas relâcher maintenant la pression ici, même si on a envie, il fait beau, la côte nous appelle, les sommets basques nous appellent aussi, c'est évident, mais restons extrêmement prudents. Tu as des exemples de régions ou de territoires dont les politiques restrictives ont donné des résultats? Alors, déjà au niveau national, au printemps dernier, ça a marché. Il ne faut pas oublier non plus, au printemps dernier, la Mayenne, qui était un département fortement touché par la Covid, et où la limitation de nos libertés, il faut malheureusement pouvoir l'accepter en temps d'épidémie. Donc ces restrictions, le couvre-feu, le confinement, les mesures barrières ont permis en Mayenne de faire chuter le nombre de cas pour retrouver le niveau national, sans qu'il y ait eu de répercussions sociales et économiques trop importantes sur. Mais l'avantage, c'était sur une courte période. Donc là aussi, à l'heure actuelle, il faudrait peut-être s'inspirer de cet exemple-là, qui est celui de la Mayenne, qui a été celui de la Guyane, la Martinique, où voilà, ces mesures un peu contraignantes ont permis de faire baisser la pression hospitalière. Et qui dit diminuer la pression hospitalière, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de personnes en réanimation, moins de décès. On se bat pour ça. Limiter nos mouvements ou nos droits et nos libertés, elle peut s'entendre si au bout on a un réel impact sur l'objectif principal qui est celle de réduire la pression à l'hôpital et celle de sauver et d'épargner des vies ou des formes de Covid chroniques qui existent maintenant. Chose qu'on a découvert, que l'on ignorait au début de l'épidémie. On pensait que c'était un épisode grippal, puis on s'est rendu compte que c'était une pathologie respiratoire grave qui atteignait d'autres organes, et maintenant on se rend compte qu'il y a des formes chroniques de Covid, non pas liées à l'infection elle-même, mais aux conséquences de l'infection en phase aiguë, qui entraînent parfois de vrais handicaps sur une période longue de plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer, on se bat pour ça. Les ARS, c'est une administration que tu suis un peu de près en tant que praticien et en tant que personne donc, qui est dans la réflexion politique également. Comment est-ce que tu juges donc le travail de l'ARS et le rôle de l'ARS dans cette phase on va dire de gestion de cette pandémie de la Covid-19? Alors, il faut savoir que les ARS, donc agences régionales de santé, qui sont une émanation territoriale et régionale du ministère de la Santé, n'ont pas été faites ni créées pour gérer des crises comme celle que l'on connaît aujourd'hui, depuis plus d'1 an maintenant. Donc elles font comme elles peuvent, avec leur bonne volonté, avec des directeurs et des directrices qui ont été pour certains à l'écoute des territoires, d'autres plus à l'écoute de la haute administration, ce qui a parfois été source ou d'incompréhension, de retard de décision, ou de décisions parfois un peu paradoxales. J'ai encore comme en tête l'exemple d'une ARS du Grand Est qui en pleine épidémie de Covid l'hiver au printemps dernier, n'a rien trouvé de mieux que de vouloir fermer encore 200 ou 300 lits sur les hôpitaux de la région. Alors, parce que c'était une directive générale. C'était une directive générale la crise, qui existait avant que la crise survienne. Et donc il fallait appliquer, j'allais dire un mot bête et méchamment, une directive sans prendre le recul de la réalité des territoires et des hôpitaux pendant cette première phase de l'épidémie. Et en général, les ARS reçoivent des directives identiques de la part du ministère, où il y a des différenciations suivant les ARS, les ARS. Et les directeurs et directrices d'ARS, on pourrait les qualifier de préfets sanitaires. Donc les directives sont des directives nationales qui
qu'ils ont en charge de décliner sur les territoires, mais les directives sont à peu de choses près les mêmes. Alors, certes, dans la gouvernance des ARS, il y a la place pour les usagers des systèmes de soins, des soignants, mais qui n'ont pas de réel pouvoir. On sait que ça reste quand même une administration, une haute administration, avec ses prérogatives, ses missions, qui ne sont pas toujours bien compris par les acteurs de terrain, où on nous demande, même si nous, en tant que médecins libéraux, on n'est pas directement rattachés aux ARS, on est plus rattachés aux caisses primaires d'assurance maladie, mais il n'empêche que les EHPAD, les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, elles sont directement en lien avec les ARS, et on le voit quotidiennement, en parlant avec nos confrères dans ces structures d'accueil des patients, des demandes qui nous paraissent parfois un peu ubuesques et décalées par rapport à la réalité. Tu peux donner des exemples? Oui, les exemples, c'est que quand on interroge les médecins coordinateurs en maison de retraite, en EHPAD, ils sont submergés de demandes, de statistiques, de petites croix à mettre dans des cases. Et on Questionnaire. sait, des questionnaires sous toutes ces formes, sachant pertinemment que ça n'aura aucune implication positive pour ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire pour les usagers, les patients. Ce ne sont que des statistiques, des chiffres, des colonnes de chiffres, qui ont le mérite pour les administrateurs des ARS d'exister, de pouvoir justifier un petit peu leur bon fonctionnement, leur rôle auprès de leurs supérieurs hiérarchiques. C'est très peu pertinent pour nous quotidiennement. Et ça amène quoi comme résultat, concrètement? Concrètement, les résultats, rien. On peut remplir 15 questionnaires, ça ne fera pas avoir plus d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les structures d'accueil des personnes âgées ou personnes porteurs de handicap, pas plus d'ouverture de lits dans les hôpitaux, dans les cliniques, parce que la vision, elle est, je vais être un peu réducteur, essentiellement comptable, mais c'est leur rôle. Qui est un garde-fou dans les dépenses? Oui, mais les caisses primaires d'assurance maladie sont là aussi pour ça. On a besoin d'organes de coordination qui aient une vision un peu plus, qui prennent de la hauteur sur les situations. Donc les ARS ont leur utilité, mais voilà, il ne faut pas oublier le terrain. Et en cours de l'épidémie de Covid, on a vu des ARS ou des directrices et des directeurs d'ARS qui ont su être auprès des populations et des professionnels, au même titre que les préfets, mais parce qu'ils ont su sortir un peu du cadre et je dirais, du carcan administratif. Ils ont été à l'écoute, novateurs. Et c'est peut-être ça dont on a besoin, c'est l'une des leçons de la crise, savoir être réactif, savoir s'adapter, savoir être à l'écoute des acteurs de terrain. Et ça, on peut, par exemple, localement, un exemple flagrant qui sort du cadre de l'épidémie de la Covid, mais qui est celle de l'hôpital de Mauléon. Quand on voit que les acteurs locaux, notamment les professionnels de santé de Mauléon et de Soule, souhaitent sortir de cette co-direction avec l'hôpital d'Orthès pour, une grande majorité d'entre eux, intégrer on va dire le champ sanitaire et de la santé de la communauté de collaboration du Pays Basque en se rapprochant de l'hôpital de Saint-Palais et donc de l'hôpital de Bayonne, ça va dans ce sens-là. Et surtout quand on voit la réponse de l'ARS qui est, oui, qui ménage un peu la chèvre le chou, qui ne se mouille pas trop, mais qui dit oui, c'est aux politiques de choisir, etc. Non, il faut savoir que c'est quand même l'ARS qui donnera à la fin son aval ou pas à une réforme de la gouvernance de l'hôpital de Mauléon. Donc il y a une nécessité pour le territoire souletain et notamment de Mauléon de se rapprocher de Saint-Palais. Là c'est le médecin, mais c'est aussi le Réel Salé qui le dit, donc il faut être conforme avec ses convictions. Donc j'espère de tout cœur pour les habitants de Soule et de Mauléon que voilà, ça se fera, que les administrations, les hautes administrations sauront être à l'écoute de la population, des professionnels, des élus, et que l'avenir de l'hôpital Mauléon sera pérennisé par un rapprochement avec celui de Saint-Palais et de Bayonne. Effectivement, on se rend compte que sur la durée, l'hôpital de Laurent-Sainte-Marie a plutôt tendance à être en perte de vitesse, avec une perte de service, alors que celui de Mauléon, de Saint-Palais par contre est, on va dire, en pleine croissance, avec la perspective même maintenant d'un service IRM et sans doute d'autres services. Voilà, donc il paraît logique que Mauléon, dans le temps, se rapproche plutôt de Saint-Palais, quoi. Voilà.
Donc là, ça me conforte vraiment dans la nécessité d'une coopération de proximité entre les structures sanitaires. Quand on voit, comme tu disais, le développement et le dynamisme de l'hôpital de Saint-Palais avec l'ouverture prochaine d'une IRM, la volonté des élus locaux de se battre, c'est le terme, pour ouvrir une antenne du SAMU sur l'hôpital de Saint-Palais, c'est sécurisant pour mes confrères de Souletin, et c'est pour leur population et aussi pour l'avenir de ces professionnels, parce que ça permettrait aussi de rendre leur territoire attractif pour que les jeunes restent au pays, pour que des jeunes médecins puissent prendre leur suite. Donc c'est tout un réseau sanitaire, économique et social qui se met en place quand on a un hôpital, un centre de soins dynamique, parce que ça répond à un réel besoin des populations, les plus fragiles, les plus âgés, mais pas que. Il y a toujours besoin d'être proche, surtout nous médecins généralistes, on est dit médecins de famille, et donc on s'inscrit dans la durée, et ces populations s'inscrivent dans la durée, leurs besoins aussi, leurs besoins en pédiatrie, en gériatrie, en cardiologie, donc tout ça, si plus proche on est de la population, à mes yeux mieux c'est. Juste un petit mot là, une question qui me vient. On a tendance, quand on parle de Soule, à raisonner Mauléon et les alentours de Mauléon. La Soule, c'est aussi la zone de Tardets, bien sûr, qui, elle, est un peu plus éloignée de Saint-Palais. Toi, en tant que praticien, qu'est-ce que tu penses c'est vrai que de la la Soule ne se position? résume pas à Mauléon comme le Pays Basque ne se résume pas à Bayonne. Mais donc il ne faut pas oublier Tardets, Larot, bref, à tous ces villages qui sont beaucoup plus enclavés. L'existence de l'hôpital de Mauléon, donc, qui est le plus proche pour eux, plutôt que celui de Saint-Palais, répondra de plus en plus, s'il y a une vraie connexion avec l'hôpital Saint-Palais, à des besoins de ces populations-là, qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est toute une province, la province Chivelo, qui doit bénéficier de cette structure de proximité. Oui, parce que pour bien comprendre les choses, lorsqu'on parle d'un rapprochement entre Mauléon et Saint-Palais, ça ne signifie pas que ça ne va pas que dans un sens. Oh, Ça va aussi dans le sens de Saint-Palais vers Mauléon. bien sûr. Et le fait que d'être proche d'un hôpital assez fort comme celui de Saint-Palais permet ensuite, j'imagine, de décentraliser des services ou des compétences sur Mauléon également. Oui, il y aura des développements de compétences sur Mauléon. En tout cas, c'est ce que moi, en tant que praticien, si j'exerçais en Soule, je souhaiterais. Mais il ne faut pas vouloir avoir à Mauléon ce qu'on a à Bayonne ou à Bordeaux. Je pense qu'il y a dans la politique actuelle au niveau national des niveaux de centres hospitaliers qui sont légitimes, hein, avec des plateaux très performants au niveau universitaire dans les grandes villes, pour nous ce sera Bordeaux ou Toulouse, après des hôpitaux généraux de très bon niveau comme Bayonne, et puis des établissements de proximité qui répondront aux urgences, à des consultations spécifiques, puisque il ne faut pas oublier aussi que pour le développement de la médecine dans ces territoires, ça passe aussi peut-être par la téléconsultation, la télémédecine, la téléexpertise, et que pour mes confrères de Mauléon, avoir une réponse cardiologique ou chirurgicale ou gynécologique sur certains dossiers peut aussi se faire par des nouvelles voies de développement de la médecine, qui est la télémédecine, qui peut répondre aussi à des besoins dans des territoires un peu plus éloignés en temps des grands centres hospitaliers. Ce modèle de coopération avec un centre hospitalier de la Côte Basque, donc qui est déjà capable de répondre à beaucoup de demandes, cette capacité qu'il a eue à tisser un réseau localement avec le centre fort de Saint-Palais et ensuite celui de Dispour et peut-être demain celui de Mauléon. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'un modèle qui est spécifique au Pays Basque, cette fameuse capacité à coopérer, ou est-ce que finalement c'est un modèle que l'on retrouve un peu partout ailleurs en France ou pas? Voilà. C'est un modèle qui n'est pas très répandu. Ce qui fait de la spécificité locale, c'est qu'on a aussi une structure politique particulière qui est la communauté d'agglomération du Pays Basque. Et donc c'est la convergence de cette structure administrative, de la clairvoyance des dirigeants tant de l'hôpital que Bayonne, que de Saint-Palais et des élus, qui a permis cette coopération. Donc aujourd'hui, la thématique de la territorialisation au niveau de la santé, elle est au centre du débat public. Ce que l'on constate, c'est que les pays voisins limitrophes de la France ont des systèmes régionalisés, avec l'Italie, l'Allemagne avec ses fameux Länder, l'Espagne également, et plus près de chez nous, le système basque de santé au Chakidetza, où ce modèle finalement est réactif parce que liant les élus
du territoire élus par les gens et les professionnels de la santé avec des budgets spécifiques et non pas un modèle centralisé en dehors des territoires, comme peut l'être celui des ARS et le modèle déconcentré français. Voilà. Donc, quelle analyse tu peux en faire à toi également, en tant que vraiment professionnel de santé là. En tant que professionnel de santé, ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est de la réactivité et la proximité des centres de décision et la cogestion de ces décisions entre une administration et les professionnels qui sont en charge de mettre en pratique une politique de santé, publique ou individuelle. Et c'est vrai que les exemples cités, notamment Jacques Edessa, pour le plus proche de nous, a cette vertu, c'est celle d'être proximité notamment financière, puisqu'elle est financée localement, non pas par l'État central espagnol. Dans d'autres pays européens, fédéraux ou régionalistes, ou système de Länder ou de région, de province, peu importe, c'est vrai que c'est à mes yeux une vertu, une grande qualité que d'être, c'est ce qu'on a dit pour la crise de la Covid, d'être réactif, proche, inventif. Et c'est ce qui peut-être nous manque dans ce grand paquebot qui est le ministère de la Santé et ses ARS, malgré la bonne volonté de beaucoup, il ne faut pas nier, et malgré aussi une situation qui est même actuelle, qui est exceptionnelle, que personne n'avait vu venir, et qui nous a vraiment pris un peu au dépourvu, tous, et qu'il faut savoir se réinventer. Donc il sera temps à un moment donné de faire l'analyse de la crise, savoir ce qui a été fait, et ce qui doit être amélioré. Et pour moi, la régionalisation, la proximité est, à mon avis, quelque chose à vraiment développer au sein de l'Union européenne. Par rapport à la régionalisation, le discours bateau que l'on entend toujours en France, c'est de dire oui, mais dans ces systèmes-là, les régions riches seront favorisées par rapport aux régions pauvres, sachant que les premières auront plus de moyens que les secondes pour agir. Voilà. Donc quel est un peu cet argument, compte tenu du fait que les différences de richesse suivant les régions ne sont pas non plus Je crois que c'est immenses. C'est un argument fallacieux. Parce que c'est toujours facile de dire qu'il faut un système égalitaire. Je préfère qu'il y ait un système équitable, qui donne à chacun ce dont il a besoin. Que les régions riches aient des aides de l'État central moins importantes, et que ça se fasse plutôt sur les régions, les provinces plus pauvres, oui, ça me semblerait juste et équitable. Donc il y a une grande différence entre l'égalité, qui est une valeur absolue qui doit s'appliquer dans bien des domaines, dans les droits entre individus et autres, et un système équitable qui, lui, doit pouvoir être appliqué dans un système plus économique ou du développement de territoires en fonction de leur richesse. Donc dire, oui, région riche et région pauvre, comme on a voulu le voir en Italie entre la Ligue du Nord et celle du Sud, bon, non, je crois qu'il faut raison garder. On est tous responsables, chacun à notre niveau, et on saura défendre l'intérêt général de nos territoires dans l'intérêt de tous. Je ne sais pas si tu étais au courant pour finir, mais la Rioja, petit territoire assez riche, proche d'Euskadi, a demandé une aide à l'administration basque en pleine crise sanitaire. Là, et l'administration basque a répondu positivement sur le principe de les soutenir. Donc, la solidarité basque a un sens. La solidarité basque a un sens. La solidarité a été une valeur qui a été mise en avant pendant cette crise. On l'a vu avec le transfert de patients de certaines régions fortement touchées vers des territoires qui l'étaient moins. À Bayonne, l'hôpital Bayonne a accueilli des patients du Grand Est. Donc voilà, cette notion de solidarité, ce n'est pas que la littérature, elle est mise en pratique au quotidien par tous les acteurs des territoires qui ont le sens et responsabilité. Je n'ai aucune inquiétude si un système régional devait se mettre en place que cette solidarité entre régions perdurerait.